pas de document, Donc, non. il n'a rien Non, partagé. non, non. Donc, vous n'avez pas partagé. Donc, vous Là, avez la pour parole. le PowerPoint, de partager l'écran. Est-ce que vous... C'est bon? Est-ce que c'est bon? Pas encore. C'est bon, Ragda? Non, pas encore. C'est peut-être la connexion. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. Très bien. Les participants peuvent voir vos appels. On a cliqué Très dessus. bien. Alors, comme il chauffe, c'est bon. Vous Ah pouvez, oui, laisse vous avez le, si vous voulez Voilà, le mettre très en bien. mode diaporama, vous cliquez là. Vous cliquez. Voilà, très bien. Là, vous pouvez It's commencer. good. J'ai accepté les gens. Donc, maintenant, vous avez la main. Donc, vous pouvez Vous commencer. pouvez commencer, voilà. Ah bon. Il y a des participants ou là? Oui, Gain, oui. Ici. Ah, Gain 50, 50 établissements pour le moment. Donc, ils y donc ils sont. D'accord, ok. Donc, je vais commencer. Très bien, نتوكل على ربي. يعطيك الصحة professeur, merci beaucoup. Merci. سني برك نحي هاد لا فيناتر ادغوات هادو تاع لي تروك تاع لي باسكو جاتني في اسني نو نهبطها هكا ايا تري بيان نديرها اكوتي باش متلجن با نبدا سي بون Oui, vous pouvez commencer. Oui. alors merci beaucoup يعطيكم الصحة. الله يسلمك professeur يعطيك الصحة. Merci. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. تحية الإسلام السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, je suis professeur Labassi, je suis chef de service des urgences médico-chirurgicales du CHU Bab-el-Oued. Donc, on se revoit pour la 3e visioconférence, toujours sur le thème des urgences. On s'éloigne jamais des urgences. Et donc, pour cette fois-ci, j'ai choisi le thème de, en général, dans un service d'urgence, quelles sont les unités qui doivent se trouver dans un service d'urgence ou dans une structure d'urgence? Est-ce qu'on parle de soins intensifs ou réanimation? Donc, quelles sont ces unités qui doivent exister? Donc, pour le faire, donc, nous allons passer un peu par les dernières mises à jour, les dernières recommandations sur les urgences, c'est très important. On avait parlé dans la première et la deuxième, on avait abordé l'architecture des urgences, on avait abordé aussi le triage médical au niveau des urgences. Donc, on va voir ces dernières mises à jour rapidement. Nous allons parler un peu des structures d'urgence en Algérie. On ne peut pas définir les unités si on ne parle pas des différentes structures au niveau en Algérie. Et enfin, nous allons donc conclure. Alors, commençons par les dernières mises à jour qui ont été publiées, notamment en 2025, par rapport aux urgences et à la médecine d'urgence. Alors, la médecine d'urgence, c'est une spécialité transversale des premières heures. C'est très, très important. On est si vous voulez, des cliniciens de premières heures. Alors, pardon. Donc, elle prend en charge des pathologies médicales et traumatiques de l'enfant à la personne âgée, des situations mettant immédiatement un pronostic vital. Ça peut mettre le pronostic vital en jeu, ou bien c'est des urgences différées à des motifs de recours plus bénins. Donc, c'est une spécialité où c'est aux urgences, c'est une décision hautement diagnostique. Il y a un patient qui vient pour une urgence donnée, il faut absolument faire son diagnostic. Sinon, on ne pourra jamais. D'abord, il faut compétence et rapidité. On ne pourra jamais traiter le patient s'il n'y a pas un diagnostic fait dans les plus brefs délais
par rapport aux urgences, par rapport à la pathologie urgente. Donc, la prise en charge d'une urgence inférieure à 24 heures, au-delà de 24 heures, on ne parle plus d'urgence, c'est le chronique, c'est le patient, si vous voulez, à suivre. Chez les anglo-saxons, dans les pays anglo-saxons, on parle, Huma, ils ont mis une barre de 4 heures. À 4 heures, 90% des patients doivent être traités. Donc, les premières 24 heures, c'est-à-dire les 4 heures à 24 heures. Donc, dans les pays anglo-saxons, c'est 4 heures. 90 de leurs patients sont pris en charge, diagnostiqués et pris en charge dans les 4 heures. Donc, vous voyez qu'on ne part pas dans les urgences. On ne part pas d'un patient après 2 jours et 3 jours qui est aux urgences. C'est les dernières recommandations par rapport aux urgences. Quelle est la différence entre médecine d'urgence et soins urgents? Il y a une grande différence. Donc, quand on dit médecine d'urgence et soins urgents, c'est différent. La médecine d'urgence fait référence à une spécialité spécifique et un ensemble de compétences hautes et performantes pour traiter des cas critiques dans les environs particuliers, c'est-à-dire le patient urgent. Donc, ça concerne toutes les situations aiguës, du soins intensif à la simple pathologie. La simple pathologie, c'est-à-dire angine, infection urinaire, lombago léger, vraiment les pathologies les plus légers. Alors, ça, c'était la médecine d'urgence. C'est quoi les soins médicaux urgents? Les soins médicaux urgents désignent des soins prodigués pour des conditions nécessitant une intervention rapide. Intervention rapide veut dire une urgence. Il y a un patient qui nécessite une intervention urgente. Donc, par contre, les soins urgents peuvent être pris en charge par une variété de professionnels et dans différents types de structures. Parce que, de toute façon, que ce soit la médecine d'urgence ou les soins médicaux, visent à limiter les risques pour la santé du patient. Alors, quelle est la différence entre la médecine d'urgence et les soins médicaux? Je vous cite un exemple. Il y a un patient qui vient aux urgences pour par exemple, qui se traite pour une pathologie respiratoire, une pneumopathie. D'accord. Mais il est insuffisant rénal, il est cardiopathe, il est par exemple, insuffisance rénale, cardiopathe et diabétique. Maintenant, c'est un patient classique, un patient qui vient aux urgences pour une pneumopathie, il désature un peu, il est sous oxygène et qu'est-ce qui se passe? On peut prendre un avis, par exemple, de diabéto. Le diabétologue vient pour faire des soins médicaux. Ça concerne que le diabète. Ça ne concerne pas tout le patient ou toute la pathologie de médecine d'urgence. On peut demander, par exemple, un avis parce qu'il a une cardiopathie, on demande un cardiologue, par exemple, ou un médecin interniste. Oui, mais l'interniste ou le cardiologue va vous dire, voilà, moi je m'intéresse au cœur. Je vais vous donner des directives par rapport au cœur. Maintenant, pour le diabète, pour l'insuffisance rénale, il faut voir le néphro, il faut voir. Donc, ces intervenants multidisciplinaires, multiprofessionnels viennent donner des avis et donc des soins médicaux d'urgence. Mais un malade, c'est un tout. On ne peut pas traiter un appareil et laisser d'autres. Donc, seul le médecin urgentiste, que ce soit un médecin urgentiste spécialiste en médecine d'urgence ou là le médecin généraliste urgentiste, qui peut rassembler tous ces éléments pour faire de la médecine d'urgence. Autrement dit, c'est des soins médicaux urgents. Je vous cite un autre exemple. Par exemple, on est dans un EPH et il y a une patiente chez qui elle nécessite une césarienne. Une césarienne en urgence.
il n'y a pas de gynécologue obstétrique, il n'y a pas de gynécologue obstétrique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chirurgien généraliste ou viscéraliste qui peut faire la césarienne. Donc, ce chirurgien généraliste va faire des soins médico-urgents. Il doit sauver la patiente. Mais ce médecin, par exemple, chirurgien qui a fait la césarienne, ne peut pas suivre la malade. Ne peut pas suivre la malade avant l'accouchement, après l'accouchement, même si elle a une toxémie gravidique ou autre. Donc, il a fait des soins médicaux urgents et pas toute la pathologie qui va avec la gynéco-obstétrique, par exemple, ou les urgences de gynéco-obstétrique. Il y a plusieurs exemples et justement, c'est les problématiques qui existent lorsqu'on ne fait pas la différence entre un avis spécialisé ou un avis quelque part qui fait qu'un soin médical par rapport à un appareil, par rapport à quelque chose, et la prise en charge d'un patient complet qui nécessite la médecine d'urgence. C'est le médecin qui doit faire chez le patient dont je vous ai dit, par exemple, qu'il y a un diabète, une insuffisance, une pneumopathie, un diabète et une cardiopathie, seul le médecin urgentiste peut le traiter en complet. Donc voilà la différence entre les soins médicaux urgents et la médecine d'urgence. On ne prend jamais les soins médicaux qui visent à sauver une situation donnée. Par exemple, je vous cite un autre exemple. Par exemple, une plaie qui saigne, une plaie vasculaire qui saigne, tout le monde peut faire un garrot, peut faire des compresses compressives pour arrêter l'hémorragie, mais Hada, c'est un soin médical. Le vrai traitement, c'est les sutures et tout le parage ou le traitement de la plaie étiologique. Bien, donc, après avoir fait la différence entre la médecine d'urgence et les soins urgents, on va voir quelles sont les missions des urgences. J'avais déjà parlé sur les missions des urgences, mais là, il y a des recommandations nouvelles. Donc, les experts recommandent que la mission des services d'urgence soit limitée à un temps maximum de 24 heures à partir du début de la prise en charge. Donc, ça, c'est connu mondialement. Ils définissent 5 missions pour les urgences. La première mission, c'est la mission de triage, d'orientation et de filialisation. Donc, tout patient qui se présente en situation médicale aiguë doit passer au niveau de l'orientation et du triage. Pourquoi? Même l'European Society of Emergency Medicine, c'est-à-dire la Société européenne de médecine d'urgence, définit que le triage intra-hospitalier et extra-hospitalier comme une composante essentielle de la spécialité afin d'organiser une réponse médicale adaptée aux besoins de soins. C'est très, très important. Donc, ça fait partie des missions des urgences. Pourquoi? Parce que ce triage garantit une prise en charge rapide et efficiente. Il va hiérarchiser les priorités à adapter les parcours de soins, c'est-à-dire quand un patient vient aux urgences, donc on va faire le niveau de ces urgences. Selon les niveaux, les plus graves vont passer les premiers, les moins graves peuvent attendre. Et donc, ça permet de gérer le flux des patients, ça permet de diminuer la mortalité. C'est pour cela qu'une des missions de triage et d'orientation, des urgences, c'est triage, quelle que soit la structure, intra ou extra-hospitalier. La deuxième mission très importante des urgences, c'est une mission de soins diagnostiques et thérapeutiques pour les patients présentant une situation médicale aiguë. C'est-à-dire, eh bien justement, voilà pourquoi on fait la différence entre soins urgents et la médecine d'urgence. Parce qu'aux urgences, on doit faire de la médecine d'urgence surtout, pas des soins urgents. Parce que les soins urgents, c'est des soins prodigués, si vous voulez, en un temps donné, sans être complet, si vous voulez. Alors,
La spécialité médicale qui permet aux médecins d'avoir des connaissances et des compétences requises pour prendre en charge les patients avec une pathologie menaçant le pronostic vital ou des besoins de soins urgents, c'est-à-dire simples. Donc, il faut avoir une compétence de médecine d'urgence pour faire le diagnostic. On a dit que c'était une fonction de diagnostic et puis thérapeutique qui va suivre le diagnostic. C'est pour cela que les compétences sont très, très importantes par rapport au médecin généraliste qui doit être formé et le médecin spécialiste en médecine d'urgence puisque ça existe actuellement, la spécialité existe. Donc, on va de plus en plus vers la performance et les compétences qu'il faut au niveau des urgences. Je vous cite un exemple. Dans beaucoup de pays européens, avant la spécialité de médecine d'urgence, n'importe quel spécialiste, un spécialiste qui veut travailler aux urgences doit faire une capacité de 1 année à 2 ans de médecine d'urgence pour travailler aux urgences. Par exemple, un chirurgien. Il y a des gens qui sont intéressés par les urgences. Un chirurgien, un pneumo, un pédiatre. Il suffit pas d'avoir un diplôme de spécialité pour travailler aux urgences. On leur forme encore par rapport au déchocage, par rapport aux médecines de catastrophe, pour travailler aux urgences. Un pays, par exemple, je vous cite, par exemple, ce qui se passe dans le monde, un pays comme le Liban, par exemple, ils prennent des médecins internistes, ils les forment 1 année pour la médecine d'urgence et pour qu'ils travaillent au niveau des urgences. Donc, vous voyez que au niveau des urgences, il faut des compétences spécialisées en médecine d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut des compétences par rapport à cette spécificité et même les médecins généralistes, c'est la même chose. Il faut des formations, il faut être formé en médecine d'urgence, pas dans les différents, c'est-à-dire pas dans la médecine d'urgence est complète. On fait le malade de la tête aux pieds. La troisième mission très importante, c'est une mission de formation justement initiale continue du personnel médical et paramédical, administratif et autres. Aux urgences, on doit être actualisé donc dans le champ de la médecine d'urgence, qui est une spécialité à part entière. Parce que quand on fait, il faut faire la médecine d'urgence. Par exemple, c'est vrai qu'on est formé, par exemple, on peut faire une formation de cardiologie, de pneumo, de gastro, mais c'est pas complet. C'est la médecine d'urgence qui est complète. Donc, une formation structurée, accessible est nécessaire pour garantir des soins d'urgence de qualité, c'est-à-dire se développer à chaque fois et acquérir des compétences cliniques. La quatrième mission qui est très importante, c'est la recherche dans le champ de la médecine d'urgence. Bien sûr, qui dit formation, il y a aussi de la recherche. Pour améliorer la qualité des soins, il y a beaucoup si vous voulez, de corps ou de groupes internationaux qui participent à l'amélioration et la recherche dans le champ de la médecine d'urgence. C'est-à-dire des groupes très connus. Et même l'Algérie pourrait accéder, et tout le monde, chaque élément qui est aux urgences, chaque urgentiste peut participer s'il veut à une recherche dans ces organismes à condition de passer par les tutelles, bien sûr, par le ministère de la Santé, etc. Il y a par exemple l'American College of Emergency Physicians, l'International Federation of Emergency Medicine, qui est une fédération internationale qui s'intéresse beaucoup à la recherche dans le domaine de la médecine d'urgence. Il y a aussi l'European Society of Emergency Medicine, de la Société de médecine d'urgence, qui encourage également la recherche. Il y a aussi un groupe international multidisciplinaire avec des multinationaux, même maghrébins, arabes et tout ce que vous voulez, il est appelé Group Network of Emergency Medicine.
Ils ont tous des sites, vous pouvez y rentrer, accéder dans ces sites et ils ont des recommandations, ils ont des conduites à tenir, ils ont beaucoup ce qu'on voit quotidiennement dans nos urgences. Pour les malades, vous pouvez trouver énormément de publications et de papiers qui peuvent euh, vous aider dans vos connaissances et l'enrichissement de vos connaissances, bien sûr. Donc, ces groupes participent énormément dans tous les pays du monde à la recherche en médecine d'urgence. Et il y a aussi par exemple, la Société française de médecine d'urgence. Ils ont des sites, il y a des recommandations. Je vous conseille de rentrer, ne serait-ce pour voir qu'est-ce qu'ils... c'est-à-dire, ils présentent une panoplie de possibilités en matière de médecine d'urgence. La 5e mission d'un service d'urgence, bien sûr, est l'organisation et l'accueil et la gestion des patients en cas de situation sanitaire exceptionnelle, c'est-à-dire en cas de catastrophe ou la médecine d'urgence en cas d'afflux massif des patients. Donc, nos urgences doivent être en mesure de s'organiser pour répondre à une situation exceptionnelle donnée. Donc, en cas de catastrophe, il faut toujours anticiper, il faut préparer les choses et les plans avant, que ce soit intra ou extra-hospitalier. Donc, il faut toujours tenir en compte que parmi les missions, c'est l'organisation de l'ORSEC ou la médecine, c'est-à-dire l'organisation médicale d'une catastrophe. Sachant, il ne faut jamais faire c'est-à-dire la confusion entre la médecine de catastrophe ou la prise en charge médicale dans un plan ORSEC ou un plan afflux massif de patients et une catastrophe. Vous savez que le ministère de l'Intérieur, l'organisation logistique d'une catastrophe, elle est très bien faite au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, même publié dans les journaux, dans les différents journaux officiels, les dernières mises à jour ont été, je crois, en 2021-2022, je crois. Donc, l'organisation logistique existe. Mais la médecine, non. La médecine, c'est à nous de l'organiser au niveau de nos services. Donc, après avoir traité les missions des urgences, parce qu'il y a eu des mises à jour où on précise vraiment les missions des urgences. Donc, on va passer aux structures d'urgence qui existent en Algérie. On va voir un peu qu'est-ce qu'on a comme structure, quelle est leur fonction et comment ça marche. Donc, bien sûr, les urgences et les services d'urgence constituent une préoccupation pour le citoyen et une priorité de la politique nationale de santé. Ça, c'est plusieurs instructions du ministère et dans la nouvelle loi de santé et dans les différents arrêtés. Alors, je rappelle juste pour avoir une idée que en 2016, 32 millions d'Algériens et plus d'ennemis ont fait passage aux urgences. 32 millions d'Algériens, c'est-à-dire plus de 70% de la population. Et on a eu 1800, à peu près 200 000 patients opérés en urgence. Donc, à peu près 90% d'urgences médicales contre 0,06 urgences chirurgicales. Donc, ce nombre très important, des millions d'Algériens qui vont aux urgences, aucune structure seule ne peut contenir ce nombre. C'est pas au CHU seul, à l'EPH seul, à la polyclinique seule. On doit travailler en réseau de prise en charge des urgences. Et je rappelle, ce qui a été fait au ministère de la Santé, que ces structures sont classées en paliers. Nous avons du palier 1 jusqu'à palier 3. Alors, le palier 3 représente toutes les EPSP et les polycliniques. Le patient qui est moins grave, qui est
qui est en triage médical U4, U5 peut passer à l'EPSP. Le P2, c'est généralement les EPH, que ce soit les EPH wilayal ou périphériques. Et le palier A, c'est les CHU et les EHS. Parce que les soins, normalement, au CHU, c'est des soins performants, donc passe au CHU. Donc, pour les paliers, du P3 à P1, par ordre de gravité, même du niveau du patient et de gravité du patient. Alors, pourquoi ce référentiel? Premièrement, pour répartition équilibrée par rapport aux moyens existants. Nous avons beaucoup de moyens. Nous avons beaucoup de polycliniques, des EPH, des CHU. Nous avons toutes les structures existent. Donc, il faut bien les exploiter et nous savons très bien que il faut désengorger les grands établissements hospitaliers parce que la culture de la population fait que à chaque fois qu'il a même un petit problème, c'est-à-dire un problème de santé grave ou pas grave, il va vers l'hôpital le plus grand. Et donc, chose qui n'est pas normale. Donc, on doit toujours hiérarchiser ces soins d'urgence par des niveaux du P3 polyclinique vers le CHU et le HS. Donc, ce circuit doit être bien décrit et ce circuit de soins doit être bien identifié afin de répondre d'abord à la demande. Vous avez vu que le nombre est très, très important. Donc, pour répondre à cette demande, c'est pour ça que quand il y a un déséquilibre, où on trouve un CHU ou un EPH très, très encombré et peut-être une polyclinique qui a 10 malades jour. Alors que c'est normalement, il faut établir un équilibre. Il y a aussi des polycliniques qui travaillent très bien, des EPSP qui sont très actifs et qui participent vraiment avec un nombre important de patients moins graves qui sont pris en charge par les polycliniques. Alors, si on voit par exemple les structures, qu'est-ce que nous avons en Algérie? Nous avons un CHU, un EHE, donc nous avons 17, si vous voulez, centres hospitalo-universitaires. Nous avons des EHS, il y a beaucoup d'EHS, des EPH, un nombre important dans chaque, si vous voulez, localité ou daïra où il y a un EPH. Et nous avons des EPSP du palier 3 avec plus de 126 points de garde au niveau national. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on a comme structure d'urgence dans ces différentes structures? Dans les CHU, le PH, nous avons généralement des services hospitalo-universitaires, c'est-à-dire des UMC en général, des urgences médico-chirurgicales. Dans les EHS, nous n'avons pas de services, nous avons des unités. Et c'est normal, c'est des unités spécialisées qui vont vers les EHS, c'est-à-dire, par exemple, je vous cite un exemple, le HS de cardiologie, le CNMS ou le HS de Birmola Drais, c'est des structures spécialisées en cardiologie, chirurgie cardiaque. Donc, c'est normal qu'ils ont que des urgences, une unité d'urgence de cardiologie, une unité d'urgence, par exemple, de vasculaire. Je cite aussi qu'est-ce qu'une unité spécialisée ou urgence spécialisée. Par exemple, les brûlés. Les brûlés, c'est un EHS des brûlés. Donc, il fait que les brûlés, que la peau. C'est-à-dire que normalement, ils doivent avoir une unité spécialisée d'urgence. Pourquoi? Parce que quand on parle de spécialisé, urgence spécialisée ou UMC, dans le journal officiel, plusieurs organisations, si vous voulez, et des décrets exécutifs qui ont nommé ces EPH, EPSP, chacun avec son statut. Donc, dans l'EPH, généralement, il existe des services ou des unités, que ce soit hospitalo-universitaires dans les grandes villes ou bien de santé publique. Dans les PSP, c'est la polyclinique.
C'est un statut particulier, donc c'est polyclinique. Donc, vous avez vu les types de structures d'urgence que nous avons en Algérie. Nous avons des structures en nombre très important qu'il faut exploiter, on doit s'organiser dans toutes ces urgences. Alors, je commence justement par l'urgence spécialisée. Donc, nous avons 3 types d'urgences, les urgences spécialisées et les UMC. Alors, les urgences spécialisées, c'est des unités. Nous avons dit c'était qui appartient à un service spécialisé, un EHS, un établissement hospitalier spécialisé. Par exemple, un hôpital mère et enfant, c'est presque un OHS. Pourquoi? Parce qu'il y a des décrets exécutifs qui ont fixé les fonctionnements des établissements hospitaliers spécialisés. Et puis, c'est quoi une urgence spécialisée? C'est quoi une spécialité? Une spécialité, par décret, c'est une prise en charge d'une maladie déterminée, de l'affection d'un appareil ou d'un système organique donné ou d'un groupe d'âge déterminé. C'est-à-dire, par exemple, les urgences, par exemple, l'urgence de pneumologie, c'est l'appareil respiratoire. Ils font que l'appareil respiratoire. Ils font pas les membres, ils font pas l'appareil digestif. Gastro-entérologie, s'il y a des urgences, c'est des urgences spécialisées. Il fait l'appareil digestif. La pédiatrie, elle fait une tranche d'âge qui est l'enfant. La gériatrie aussi, c'est les sujets âgés, par exemple. Une maladie déterminée, par exemple, l'infectieux, ils font que les maladies infectieuses. Ils font pas, par exemple, l'AVC. Donc, chaque médecin spécialiste dans un appareil, il fait un appareil, il fait pas autre chose. Donc, généralement, c'est ça, la spécialisation est bien définie par un décret exécutif. Alors, nous avons les urgences médicales ou chirurgicales séparées, unités au service, c'est la même chose de toute façon. Et nous avons les urgences médico-chirurgicales aussi. C'est des services dans les grands hôpitaux, des EPH ou des CHU, ou bien des unités qui se retrouvent aussi dans les EPH, généralement. Alors, nous allons parler un peu de ce qui se passe dans le monde et par rapport à ces urgences médicales et chirurgicales. Il est recommandé de ne pas partager, il n'est pas recommandé de partager le service d'urgence en médical et chirurgical. Un patient peut être suspecté en urgence chirurgicale et devenir après médical et vice-versa. Des fois, on suspecte une pathologie médicale, mais le patient devient chirurgical après. Donc, les urgences, c'est des urgences. Il faut pas séparer aucun pays au monde. Bon, avant, il y avait cette séparation, mais c'est-à-dire dans le futur, on veut organiser et améliorer. Il ne faut plus séparer ces urgences. La prise en charge d'un patient quand il rentre dans un hôpital où il y a des urgences médicales ou chirurgicales, c'est pas à lui de choisir là où il va. Il faut qu'il y ait un service d'urgence unique et qu'il soit diagnostiqué médical ou chirurgical, c'est pas un problème. D'abord, donc il faut garder un service d'urgence unique UMC. L'expérience de certains pays, il y a par exemple 2 à 3 décennies, a prouvé la difficulté de gérer ces services partagés en médical et chirurgical, ce qui a conduit à adopter un seul service partout dans le monde. Le nombre de patients urgents médicaux est bien supérieur aux urgences chirurgicales, aux patients opérés. Ça, c'est aussi partout dans le monde. Donc, les urgences médicales représentent 99% des urgences par rapport aux urgences chirurgicales. Alors, on va voir c'est quoi les urgences spécialisées. Donc, j'ai déjà dit que c'est des unités, c'est des appartenant à un EHS, un service spécialisé. Donc, il nécessite un médecin spécialiste dans le domaine. C'est une monospécialité, c'est une seule équipe
il y a moins de patients par rapport aux UMC, c'est normal. Alors, pour les spécialités médicales, nous entendons dire par les urgences spécialisées, l'ORL, l'ophtalmo, la gynéco-obstétrique, la cardiologie, la psychiatrie, la pneumo, l'anesthésie, la neurologie, la gastro-entérologie, la néphrologie, etc., etc., et j'en passe. Tous ces urgences sont spécialisées. L'ophtalmo, il fait que l'œil. Il ne fait pas autre chose. Donc, ça s'appelle urgence dirigée à un appareil. Les urgences chirurgicales aussi, c'est des urgences spécialisées. La traumatologie orthopédie, il fait les membres, le dos. Il fait pas autre chose. Il fait pas la tête. La neurochirurgie, c'est le contraire. Il fait le rachis supérieur et la tête. Il ne fait pas l'abdomen, etc., etc. La maxillofaciale, l'urologie, il fait que l'appareil urologique. La thoracique, les brûlés, chirurgie cardiaque, la vasculaire. Donc, toutes ces urgences sont spécialisées lorsqu'ils existent dans des EHS. Donc, c'est des urgences bien organisées. Il n'y a jamais de problème. Il y a une seule équipe. Il n'y a pas de problème dans ces urgences. Et quand on entend parler de structure d'urgence, quand on parle d'urgence, c'est les UMC, c'est les urgences médico-chirurgicales. C'est des services ou unités, donc hospitalo-universitaires ou publics, qui nécessitent généralement des médecins urgentistes qui touchent toutes les pathologies au pluridisciplinaire, de la pathologie légère jusqu'au déchocage et de la tête aux pieds, si vous voulez. Alors, ils nécessitent des médecins spécialistes en médecine d'urgence, c'est des compétences en urgence de base, soins intensifs, échographie d'urgence, ECMO, etc. Donc, il y a un médecin spécialiste plus un médecin généraliste formé en médecine d'urgence. Ce sont les deux composantes ce sont les deux qui peuvent pratiquer la médecine d'urgence et pas des soins d'urgence. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui se passe il faut que nous arrivons à des normes qui sont faites partout dans le monde et profiter de l'expérience des gens, des pays pour améliorer nos urgences. Donc, en dehors des unités d'urgence spécialisées, ne parlons pas d'urgence spécialisée parce que c'est une autre paire de manches, il est recommandé de nommer toutes les unités UMC, que ce soit hospitalo ou public, en service. L'unité ne range pas les choses. Donc, pour une gestion et une organisation optimale, une meilleure qualité de soins, parce que les urgences ont un afflux important, toutes les pathologies sont traitées aux urgences. Donc, il faut que ces urgences doivent être indépendantes de toute interaction d'activités complémentaires. Lorsqu'une unité, par exemple, d'UMC appartient à un service donné, à une spécialité, il est sûr que cette spécialité si vous voulez, va faire surface. Je vous cite un exemple simple. Si, par exemple, une unité appartient à la chirurgie, par exemple, un service de chirurgie, c'est sûr que on va s'intéresser plus à la chirurgie qu'autre chose. S'il appartient à un service d'anesthésie, la même chose, on va s'intéresser au bloc, à l'anesthésie, que autre chose. La médecine interne, c'est la même chose. Et vice-versa, et ça va rajouter, ça va faire une interaction d'activité entre entre les spécialités et la spécialité de médecine d'urgence. Et donc, ce qui est un petit peu incompatible. C'est pour cela, dans le monde, il y a des services d'urgence partout. Partout, il y a des services d'urgence. Donc, tout ce qui est urgence, ce qu'on appelle chez nous UMC, on doit enlever toutes les unités et placer des services d'UMC pour une meilleure gestion. Alors, les structures d'urgence, toujours, on est dans un résumé. Donc, on a dit que les structures spécialisées, c'est un médecin spécialiste dans le domaine. Même s'il fait des gardes, c'est des gardes de prestataires périodiques.
il fait une garde, puis il est ailleurs, il est dans le service, en consultation, au bloc, pour les chirurgiens et tout. Il n'est pas en plein temps aux urgences. Par contre, le personnel paramédical et d'autres personnels peuvent être en plein temps. Ils sont tout le temps dans les urgences spécialisées. Le nombre de patients est moins important que les UMC. Il y a aussi les bruits, les agressions physiques et verbales. Le burn-out est moins important, ça c'est connu partout dans le monde. Par contre, les vraies urgences médico-chirurgicales, où il y a l'urgentiste et le médecin généraliste euh, urgentiste, c'est des médecins qui travaillent en plein temps. Ils sont tous les jours de garde, tous les jours. Le paramédical et les autres corps aussi en plein temps. Donc, le nombre de patients est plus élevé et bien sûr, les bruits, les agressions sont plus importants, le burn-out aussi pour le personnel, le travail est pénible au niveau du VMC que dans d'autres structures spécialisées. Alors, nous allons passer quelles sont les unités d'un service d'urgence. Qu'est-ce qu'on peut avoir aux urgences? Donc, je vous ai dit qu'on a vu déjà au niveau de la première visioconférence, l'architecture des urgences. Donc, à ne pas confondre l'architecture et les unités. Ces structures d'urgence, pour l'architecture, je rappelle, pour ne pas confondre, qu'ils présentent 5 zones. Donc, en norme internationale, ils ont 5 zones. Quelle que soit la surface de la structure, la zone peut être grande, peut être petite. Donc, il doit être, les 5 zones Hadoux, doivent être bien identifiées au niveau de la polyclinique, le PH, le HU, le CHU et le HS. Donc, dans tous les structures, quelle que soit la structure d'urgence et sa surface. Donc, quelles sont ces zones des structures? Je rappelle que nous avons parlé de zones d'accueil de triage constituées d'un bureau d'accueil et d'un secrétariat, d'une salle d'attente et d'un bureau de médecin pour le triage. La zone, bureau de médecin pour le triage, plus l'infirmière d'accueil de triage lorsqu'ils seront formés plus tard. C'est pas pour demain. La zone de soins et d'examen, donc qui contient le déchocage ou la salle aux urgences vitales, les locaux de consultation, la salle de suture, de plâtre ou de traumatologie si elle existe. La zone d'observation, c'est une unité d'hospitalisation de courte durée, c'est là où on observe le malade, et l'unité de soins continus. La quatrième, c'est la zone technique, tout ce qui est radiologie, conventionnelle, et même s'il y a l'échographe et le scanner. Biologique, le bloc opératoire et la pharmacie. Et bien sûr, la dernière zone, c'est la zone du service du personnel qui doit être identifiée, là où il y a les bureaux de médecins, les vestiaires, les bureaux de garde, les détentes personnelles, les réserves et les stocks. Bien, à ne pas confondre entre zone et unité. Nous allons commencer pour bien comprendre les unités et la médecine d'urgence ou les unités de service d'urgence. Pour bien comprendre, il faut qu'on comprenne certaines choses. On sait très bien qu'il y a des spécialités médicales, toutes les spécialités, des spécialités chirurgicales, tous aussi, plusieurs, et les spécialités de soins critiques. Donc, ce sont les 3 grands chapitres qui existent au niveau de tout le cursus médical. Donc, c'est les spécialités médicales, chirurgicales et soins critiques. Les soins critiques se divisent en 3. Si je vous dis les spécialités médicales, vous allez me citer la pédiatrie, la cardiologie, la pneumo, l'infectieux, etc. La chirurgicale, la même chose. Orthopédie, neurochirurgie, chirurgie générale ou viscérale, maxillofaciale, chirurgie plastique, toutes les chirurgies. En soins critiques, il existe 3 spécialités. La première, c'est l'anesthésie-réa. Actuellement, on l'appelle médecine périopératoire. Il existe aussi la réanimation médicale. Et la troisième, c'est la médecine d'urgence. Donc, ce sont les 3 spécialités de soins critiques où on les appelle encore des médecins intensivistes.
Pourquoi ce rappel? C'est pour comprendre quelle est la différence entre réanimation et soins intensifs et quand est-ce qu'on parle de soins intensifs et quand est-ce qu'on parle de réanimation. D'abord, la réanimation, elle est divisée en deux. Il existe des réanimations chirurgicales et médicales. La réanimation chirurgicale, c'est une réanimation qui s'adresse chez un patient opéré. La réanimation médicale, elle traite les pathologies médicales. Mais la différence entre réanimation et soins intensifs, c'est qu'elles sont polyvalentes. Par exemple, une réanimation chirurgicale peut recruter les patients opérés de la chirurgie générale, d'urologie, de thoracique, de plastique ou autre chose. On l'appelle réanimation chirurgicale. La médicale aussi, elle peut avoir toutes les pathologies, donc elle est polyvalente. Les soins intensifs, c'est une réanimation qui n'est pas, elle fait pas tout, elle est spécialisée. À chaque fois qu'une réanimation elle est spécialisée, on parle de soins intensifs. Par exemple, médical ou chirurgical, hein. Si on a une réanimation en cardiologie, on va pas faire, une réanimation spéciale à des pathologies cardiaques, on va pas dire réanimation cardiaque. C'est faux. On dit soins intensifs cardiologiques parce que c'est une réanimation qui s'adresse à spécialiser un appareil. C'est la même chose comme les urgences spécialisées. On les appelle les USIC, les unités de soins intensifs cardiologiques. Par exemple, la néonatologie. On va pas dire réanimation néonatologique, on va dire des soins intensifs néonatologiques parce qu'elle s'adresse à une tranche d'âge. Les brûlés. Par exemple, EPH de brûlés, Azeralda ou autre. On ne peut pas parler de réanimation. On parle de soins intensifs spécialisés. C'est-à-dire soins intensifs débrûlés. Quand, par exemple, un hôpital, il possède une réanimation post-opératoire, mais qui est aussi spécialisée. C'est pas une réanimation chirurgicale complète. Par exemple, dans les maternités ou services de gynéco-obstétrique, on peut créer des soins intensifs post-opératoires, ce qu'on appelle les SIPO, donc soins intensifs post-opératoires de gynéco-obstétrique. La même chose pour les brûlés. Les brûlés, c'est on opère des brûlés, on va pas dire réanimation, on va dire soins intensifs post-opératoires des brûlés. Et donc, bien sûr, en cas soins intensifs et réanimation, les soins intensifs se spécialisent, donc ils ont le matériel, tout ce qui va avec la spécialité et la réanimation, elle fait tout. Mais en cas de catastrophe ou un problème, par exemple, qui met le Covid ou là, tout peut se transformer en réanimation. Il n'y a pas de souci. On passe, par exemple, en réanimation neurologique. Alors, à ne pas faire, il y a une différence. UNV, c'est unité neurovasculaire qui n'est pas soins intensifs. C'est un service médico-chirurgical, si vous voulez. Mais l'unité de soins intensifs neurovasculaires, c'est une unité de réanimation qui est spécialisée dans tout ce qui est le cerveau, par exemple, cérébro-lésé et neurologique. Donc, c'est spécialisé. À chaque fois que la réanimation est spécialisée, on parle de soins intensifs. Par exemple, CNMS, Birmola-Dalaïs, c'est des soins intensifs de cardiologie, de chirurgie vasculaire, soins intensifs cardiologiques ou les soins intensifs post-opératoires de cardiologie. Si c'est un malade opéré, si c'est un malade non opéré, c'est des USIC ou autre chose. Eh bien, la médecine d'urgence, elle est classée comme soins intensifs d'urgence. Si on parle en médecine d'urgence, on parle de soins intensifs d'urgence. On ne parle pas de réanimation d'urgence. Pourquoi? Parce que les soins intensifs ont la particularité en médecine d'urgence d'être aigus. Un exemple, une intoxication médicamenteuse aux benzodiazépines qui vient, par exemple, ou un toxicomanie qui vient, il avale, par exemple, des benzodiazépines et des morphines ou autre chose, il vient,
aux urgences. Il peut même faire une apnée, il peut être intubé ventilé, mais après l'élimination l'élimination, peut-être le deuxième jour, troisième jour, ou même pas, il est extubé, 2 jours après, il sort. Donc, c'est des soins intensifs d'urgence. Il doit être hospitalisé dans un soins intensif d'urgence. La même chose pour l'AVC. L'AVC, on peut avoir un AVC qui vient, qui fait un trouble de conscience. Il peut pas rester aux urgences. Il peut pas rester à l'unité d'accueil de tri, c'est pas possible. Mais il va dans les soins intensifs d'urgence, dans l'unité de soins intensifs d'urgence, observation, peut-être 4, 3 jours, moins, plus, il sort. Donc, vous avez vu la particularité de cette réanimation qui s'adresse aux médecines d'urgence. Par contre, en réa médicale, on propose des patients qui restent, qui ont tendance à séjourner, qui nécessitent des soins intensifs beaucoup plus profonds et beaucoup plus, et pendant un temps très augmenté. Bien sûr, ces unités de soins intensifs, ils doivent exister dans le palier 1 et 2, pas le palier 3, c'est-à-dire des EPSP. Alors, donc, l'unité qui doit exister au niveau des services d'urgence, c'est l'unité d'accueil d'orientation. C'est une unité qui renferme plusieurs zones, les zones fonctionnelles des urgences. Alors, on forme. Pourquoi j'ai rappelé les zones? Pour ne pas faire c'est-à-dire la confusion. Donc, elle peut renfermer la zone d'accueil de triage, la zone de soins et d'examen, les zones techniques. Donc, l'unité, l'accueil et le triage, la première, dans un service d'urgence. Hein. C'est pour cela, on ne peut pas parler d'unité au niveau quand il s'agit du MC. On ne peut pas parler d'unité du MC et ne pas créer, par exemple, l'UHCD. On ne peut pas faire unité dans une unité. Il faut qu'il y ait l'UHCD, il faut qu'il y ait une unité d'accueil de tri, d'orientation. Il faut qu'il y ait donc plusieurs unités. Donc, c'est pour cela, les services qui sont du MC, qui sont désignés unités, ne peuvent pas être gérés correctement. Alors, donc, ces unités doivent exister dans tous les paliers, dans les paliers 1 à 3, c'est-à-dire dans une polyclinique, EHS, CHU, tout le monde a une zone une unité d'accueil de triage, pardon, pas le 3, hein, dans les polycliniques parce que c'est une structure particulière. Alors, on va, par exemple, à l'unité de soins continus ou les soins continus. C'est une unité qui prend en charge des malades aigus en situation critique, nécessitant une surveillance rapprochée. Elle est intermédiaire entre le SOV et les soins intensifs. C'est-à-dire, moi, j'ai un malade au déchocage à la SOV, il est grave, il fait un état de choc, il fait. Et donc, c'est un malade qui ne peut pas être libéré, il attend une place en réanimation. En attendant la place de réanimation, on libère le déchocage, il ne peut pas rester dans les brancards de déchocage, donc il va en soins continus. La particularité, le soin continu, c'est que c'est une unité pré-réanimation. Le malade est surveillé exactement comme les soins intensifs continus. Pourquoi on doit normaliser nos structures? Parce que ça absorbe les malades. Nous avons des problèmes parce qu'on n'a pas ces soins continus. On n'a pas les unités qu'il faut au niveau des urgences. Lorsque vous n'avez pas de soins continus, donc tous les malades qui attendent l'ARIA doivent attendre au déchocage, chose qui n'est pas normale. Donc cette unité doit être développée dans des services, dans des grands services, notamment les CHU ou les EPH qui peuvent se permettre, afin d'absorber le manque des places de soins intensifs et en réanimation. C'est très, très important. Un patient en attendant une hospitalisation peut rester, par exemple, plus de 24-48 heures en attendant une hospitalisation en réanimation. C'est pas que ça. On a l'habitude aux urgences d'avoir des patients qui sont instables, impossible même s'il y a une place, impossible à les déplacer. Donc, je ne vais pas le laisser au déchocage, pardon, à ça aux urgences vitales, je vais le mettre dans une unité qui peut le prendre en charge, continuer les soins intensifs en attendant
son hospitalisation. En attendant ma stabilisation hémodynamique qui peut durer peut-être 3-4 jours avant de le stabiliser. Et donc, il faut que cette unité, c'est très important. Ailleurs, ils n'ont pas de problème de bed management et de problèmes de gestion parce qu'ils ont tout ce qu'il faut aux urgences. Après, ça va venir, c'est-à-dire les places en aval. Je ne dis pas il faut des places en aval, il faut placer les malades dans les services médicaux et chirurgicaux, bien sûr, mais aussi en soins intensifs. Avant l'hospitalisation médicale, le malade passe en unité, en UHCD, c'est-à-dire en unité d'hospitalisation à courte durée. Avant d'opérer un malade, c'est la même chose. Il doit passer en UHCD où il doit être observé. Avant de passer en réanimation, il faut des soins continus. Donc, pour un passage avec une continuité de soins. On ne fait pas attendre un malade au déchocage pour être en réanimation. Donc, c'est surtout, elle se retrouve dans le palier 1 et 2, c'est-à-dire CHU, EHU et EPH. Alors, la troisième unité, c'est l'unité d'hospitalisation de courte durée, ou l'UHCD. Donc, c'est une unité fonctionnelle très importante. C'est une unité d'hospitalisation non conventionnée qui fonctionne, bien sûr, 24/24 et permet l'observation des patients pour une courte durée. Donc, l'UHCD est très importante au niveau des urgences. Donc, c'est une unité d'hospitalisation de courte durée. On ne peut pas nommer un service UMC unité et avoir une unité d'hospitalisation de courte durée à côté. C'est pas possible. Sinon, on ne le fait pas et de toute façon, les malades sont là. Ils sont en observation, mais les normes ne sont pas respectées et ça pose problème. Le patient ne doit pas dépasser les 24-48 heures. Le patient peut être hospitalisé dans un service médical ou chirurgical ou peut être sortant aussi. À partir du HCD, beaucoup de patients, les diabétiques à équilibrer, il y a beaucoup de patients, les diabétiques à équilibrer, les AVC qui sont bien scorés, beaucoup de pathologies, les crises d'asthme. Je garde mon malade 8 heures, 12 heures, 24 heures et je le libère. Donc, la plupart des malades sont hospitalisés, sont libérés. Donc, c'est une unité très importante fonctionnelle. Très importante. Elle se retrouve également dans le palier 1 et 2. Et bien sûr, je vais parler juste des salles, sachant que le déchocage, c'est pas une unité, c'est une salle aux urgences vitales. Est un lieu d'accueil au sein d'un service d'urgence des patients ayant une détresse vitale existante ou potentielle. Elle doit être près de l'entrée, réduire le temps de transport des patients vitaux, fonctionnelle, qui a une surface donnée en fonction du palier, doit contenir un matériel de réanimation. Cette salle d'urgence vitale doit être dans tous les paliers, de la polyclinique jusqu'au CHU. C'est-à-dire, à la polyclinique, je peux avoir un endroit, un brancard, un endroit avec une source d'oxygène, un chariot d'urgence, si j'ai un arrêt cardiaque. Vous savez que les arrêts cardiaques, 70% sont en extra-hospitalier, ils ne sont pas en hospitalier. Donc, 30% sont en intra et 70% sont en extra-hospitalier. L'arrêt cardiaque survient plus en arrêt cardiaque qu'à l'hôpital. Et donc, je dois avoir là où je peux réanimer un arrêt cardiaque et les détresses vitales. Dans le PH, je peux avoir un poste, 2 postes. Je peux avoir dans un CHU 3 postes, 4 postes. Je peux avoir plus ou moins selon si vous voulez, selon l'architecture et la surface de la structure d'urgence. Mais la sauve est obligatoire dans toutes les structures. Alors, je finis par résumer ces unités de service d'urgence. Donc, dans un service d'urgence, on doit retrouver une unité de soins intensifs de médecine d'urgence qui est égale ou supérieure à 6 lits selon la surface de la structure, et une unité d'accueil de triage, en formant la zone d'accueil de triage, zone de soins d'examen, les box et zone technique. L'unité de soins continus,
qui peut être supérieur ou égal à 6 lits, 6 lits dans les normes, il y a des statuts, et l'unité d'hospitalisation de courte durée, où on observe les malades qui ne sont pas graves, qui est égale ou supérieure à 6 lits dans l'arrêté ministériel pour créer des unités. Donc, vous voyez que des structures très, très importantes, des unités qui peuvent exister dans le service d'urgence. C'est pour cela que nommer un UMC unité, ça ne marche pas. Ça ne peut pas exister. L'UACD est importante, l'accueil est important, soins intensifs est importante et les soins continus sont très importants. En absence de l'unité de soins intensifs, le soin continu devient une obligation. Par exemple, dans un wilaya ou dans une zone où il n'y a pas de réanimation, il n'y a pas de soins intensifs, ni de médecine d'urgence, ni autre, le soin continu est important. C'est très, très important. Il faut la créer. Il faut un personnel, des infirmiers et des médecins qui travaillent avec ces malades en attendant la réanimation. En attendant leur admission en soins intensifs ou en réanimation médicale ou autre. Voilà, et je termine. En conclusion, donc, le service des urgences comporte 4 unités de base nécessaires à la gestion et le fonctionnement de cette structure. Quand je dis 4 unités de base, c'est-à-dire pour un grand service, tel que le service d'un CHU ou d'un grand EPH. Mais sinon, en dehors des soins intensifs, 3 unités sont vitales, essentielles pour le fonctionnement d'un service d'urgence. Donc, les unités, donc je reviens toujours pour dire, nommer UMC unité, ça ne fonctionne pas. Ces unités offrent une meilleure prise en charge des patients. Elles permettent également de traiter le problème du bed management en aval, notamment des services médicaux, chirurgicaux, ainsi que les soins intensifs et de réanimation. Et je vous remercie. Alors voilà, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser. Pardon, je vais l'agrandir, afficher la vignette. Non. Alors, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Je vois Aldaya, BBK. Allô, allô. Alors, professeur, نعم. vous avez des questions Oui, oui. conversation, chat. Bien sûr, s'il y a des questions. Vous les مانيش avez. على بالك ماهيش تجيني En bas, normalement, c'est écrit les chats. dans la discussion. Non, en bas de votre Alors, écran. d'accord. il y Alors, a s'il chat. vous plaît, alors, je commence. Pardon, je commence par alors, afficher. Cliquez sur chat, là, madame. La En question. bas. نعم. En bas, vous avez à côté des caméras ou les boutons هذوك تاع قبيلات, sur la même ligne, vous avez chat. Vous cliquez dessus.
Vous allez avoir les... Oui, justement, je suis en train. اليوم ما عرفش شبيه الزومة afficher le profil remettre l'épingle وين هذايا Sinon, je vais vous lire les questions. Vous pouvez répondre. جاتني وراحت عاودي جاتني وراحت كليكي جو سي با علاش راحت استنى لا نشوف هبط لا سوري هبط لا سوري حطي en bas. هبط لا سوري كيما انا يجيو ولا هبطي لا سوري كورسور تاع لا سوري هبط. ايه alors EPH الحجار non bon là c'est les participants Oui, juste à côté Juste à côté. du même bouton, vous avez shop. À côté. كيفاش نكبروا parce que j'arrive pas à نكبروا je sais pas ce qui se Vous passe avez un petit carré en haut. oui le petit carré ما يكبرش عاود يصغر لي À côté du signe X avec, vous avez un petit carré. c'est le problème j'ai pas Vous dit que pouvez c'est agrandir. معليش قرا لي les questions vous pouvez Donc, la première, s'il vous plaît, un EHS mère et enfant est un palier 3 ou 4. un EHS c'est un palier 1 Voilà, qu'est-ce qu'il est de ça c'est 3 le ou 4. ministère c'est un EHS c'est un palier 1 parce qu'il prodigue des soins spécialisés un EPH قال لك mère et enfant ياك Oui, Qu'est-ce mère, qu'il fait enfant et... gynéco-obstétrique, il fait c'est une spécialisation néonatologie, gynéco-obstétrique. Il fait des soins performants en gynéco, en obstétrique, donc c'est un palier 1. Suite, Ok. Il a demandé est-ce qu'il est de 3 ou 4. Donc, il est du 1. Palier 1. oui, palier 1. La question suivante. Le Yes. rôle du SAMU. SAMU et SNUR, je ne sais pas ce que vous dites, avec les UNC. Le rôle du SAMU, Le rôle hein, et SNUR avec les UNC. Voilà, c'est écrit comme ça. شوف ما سمعتش مليح aspect du rôle du SAMU avec 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 les UNC. les UNC. UMC et Quel est le rôle du SAMU avec les bien sûr, UNC? c'est très important le SAMU. La médecine d'urgence fait deux volets, fait l'intra-hospitalier et l'extra-hospitalier. J'avais détaillé dans ma première visioconférence, ces deux, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, normalement. La médecine extra-hospitalière et intra-hospitalière. Mais c'est la médecine. Il faut qu'on arrive à passer à la médecine, pas au transport. C'est-à-dire que gérer des problèmes in situ. Par exemple, le SAMU, chauffe, le SAMU, c'est un service du ministère de la Santé. Donc, on travaille étroitement avec le SAMU. Par contre, il y a d'autres services extra-hospitaliers, tels que la protection civile, les ambulances privées. Hadouga, c'est des secteurs, c'est un service, c'est de la médecine extra-hospitalière. Mais donc la protection civile qui ramène beaucoup de malades, on travaille beaucoup avec la protection civile, sauf que les ministères diffèrent. Par exemple, la protection civile, c'est l'intérieur, mais le SAMU, c'est le ministère de la Santé. C'est normalement, c'est un service qui couvre les urgences en dehors de l'hôpital. Une hypoglycémie dehors doit être traitée sur place, non pas ramenée à l'hôpital, par exemple. Et même si on ramène un patient à l'hôpital, on doit gérer les urgences vitales, par exemple arrêter un saignement, liberté des voies aériennes, remplir le malade, piquer le malade. C'est ça la médecine extra-hospitalière. Donc peut-être il n'y a pas assez de moyens pour le faire, mais il faut qu'on passe à ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Prochaine. Donc, la prochaine. Merci bien. Donc, bonjour. Qu'en est-il de la prise en charge du polytraumatisme dans cette organisation? Merci. Le polytraumatisme, comme tous les pathologies, il n'est pas moins important ou le plus important que les autres.
l'AVC est aussi important, le respiratoire est aussi important, tout est important. Maintenant, le polytraumatisé, si, par exemple, triage, s'il est pas bien scoré, par exemple, s'il a des troubles de conscience, et on voit il saigne ou là, c'est U2, c'est le déchocage, il va directement au déchocage. S'il est bien, ça veut dire qu'il est scoré à 15 sur 15, il n'y a pas de saignement, il passe, par exemple, dans un box pour être examiné, évalué, faire le bilan lésionnel. Donc, le polytraumatisme obéit au triage et à la même organisation que je prends en charge à l'aise un polytraumatisé ou un AVC ou un respirateur, c'est la même chose. C'est la même chose. Le polytraumatisé, généralement, il est toujours ramené justement par le SAMU ou la protection civile. Donc, je dois évaluer sur place pour le triage quel est son niveau d'urgence et le mettre dans les... Parce que quand on fait le niveau d'urgence au triage, ça permet de placer le malade là où il faut. Est-ce que c'est un malade qui est urgent, il est grave, je dois déchoquer tout de suite, ou là, c'est un malade qui peut être vu en box, etc. Prochaine. Voilà, la prochaine, c'est à suite de Jaya. Comment vous faites d'habitude quand vous avez des patients qui séjournent aux urgences plus d'une semaine, voire plus encore, et que le service n'hospitalise pas au manque de place ou autre cas à notre niveau, c'est un grand problème. Merci. شوف هذا c'est une problématique de toutes les urgences. Problématique. Pourquoi problématique? Parce que si vous voulez, elle est multifactorielle. Multifactorielle. Premièrement, on est des urgentistes, on est aux urgences, نبداو بينا حنايا. هاد l'urgence, on a dit qu'actuellement l'urgence ne dépasse pas 24 heures. يا هل ترى هذا 7 أيام il est urgent, مازالو urgent? C'est pas normal. Il n'est pas urgent ce malade, il relève de la chronique et d'hospitalisation et de. Bien. Donc, il y a un problème, je dois avoir une décision au niveau des urgences. Compétences, diagnostic, thérapeutique et décision. Urgent, pas urgent. Là, la mission TANA, ce n'est pas de suivre les malades, ce n'est pas de demander des examens complémentaires qui ne sont pas en rapport aux urgences. Ce n'est pas d'explorer le malade. Ce n'est pas la mission des urgences. Urgent, pas urgent. Je traite l'urgence. Maintenant, j'ai une urgence. D'accord. Je traite l'urgence. L'urgence n'attend pas que ce soit une urgence tout de suite ou là, dans les 8 heures. Je traite l'urgence. Très bien. Je traite l'urgence. En bas, c'est un malade qui doit être hospitalisé. Bon, je ne parle pas qu'il n'y a pas de problème de management de bed après, bed management en aval. Maintenant, un diabétique. Par exemple, un diabétique, j'ai équilibré 24-48 heures, j'ai équilibré. Je n'attends pas un service de diabéto pour le prendre. S'il y a de la place, ils le prennent, c'est tant mieux. C'est tant mieux s'il y a par exemple, une hospitalisation en médecine. Mais sinon, pourquoi je le garde? Je le fais sortir en consultation. Il va en consultation, je le mets dans une filière de soins au lieu qu'il reste aux urgences à attendre. Non, je chauffe, par exemple, consultation. Je peux avoir un rendez-vous en consultation. Je lui rapproche un rendez-vous de consultation au lieu de le garder aux urgences. 7 jours. C'est rare les pathologies. Anna, je suis d'accord avec vous. Par exemple, une pancréatite, il lui faut une hospitalisation et elle peut séjourner en cas où il n'y a pas, par exemple, de place. Mais il y a beaucoup de pathologies. La décision revient à l'urgentiste de la faire sortir et de l'adresser en consultation. Et puis, actuellement, la médecine se développe. La chirurgie, elle devient ambulatoire dans 70%. La médecine devient l'hôpital du jour dans plus de 80%. Actuellement, les pathologies, ça se traite, ça ne s'hospitalise pas. Elle se traite en ambulatoire, en hôpital du jour. Pourquoi moi, je demande toujours les hospitalisations?
C'est-à-dire que c'est un problème complexe d'indication, de beaucoup de choses. Moi, si j'ai un service de médecine dans un EPH qui contient, par exemple, 20 lits, ou comme les malades, c'est normal qu'il n'y a pas de... Mais si je choisis mes malades, j'adresse plutôt en consultation que de garder les malades. L'urgence est levée, 7 jours, il n'y a plus d'urgence. C'est pas possible, 7 jours, c'est pas urgent. Alors que vous n'êtes pas le seul, hein. Nous avons tous des malades comme ça qui séjournent. Nous avons des urgences sociales. Voilà, chérie, le malade, il n'est pas hospitalisé. Et les urgences sociales? Des SDF qu'on n'arrive pas à placer là où il faut. Des gens qui n'ont personne. Il faut appeler l'assistance sociale. Il faut se débrouiller avec les autorités sociales. Donc, il y a tous ces problèmes au niveau des urgences qu'il faut traiter, d'accord, mais il faut minimiser de retenir les patients aux urgences pour les retenir. Parce que, franchement, beaucoup de malades, moi personnellement, quand je fais la visite, beaucoup de patients, on les retient parce qu'il attend une place. Oui, il attend parce qu'il peut l'attendre chez lui, par exemple. Il n'y a pas d'urgence, ça y est, c'est bon. C'est pas à moi de l'explorer, de faire, par exemple, la scintigraphie de je ne sais pas quoi pour attendre l'hospitalisation. Le service d'urgence, c'est pas une pré-hospitalisation des autres services. Il faut revenir aux missions. Pourquoi nos missions sont claires? Urgent, pas urgent. Si c'est urgent, il faut lever l'urgence. Il faut traiter l'urgence. Et l'urgence, ça se traite. Les Américains ont 4 heures. 4 heures, urgent, pas urgent. Mais il y a 24 ساعة. Donc, 24-48 heures, je crois que c'est suffisant pour traiter toutes les urgences normalement. Hein, normalement. Je ne dis pas qu'il y a pas de problème. Nous avons tous des problèmes dans tout le territoire national. Mais chérie Touma, même là. Mais on doit faire des efforts pour désengorger ces urgences, prendre des décisions surtout. Il y a un manque de décisions au niveau des urgences. Il faut aussi s'autocritiquer. Il y a un manque de décision. واحد يقول لك médico-légal, واحد يقول لك أنا ما نخرجش, واحد يقول لك أنا ما ندخلش, واحد يقول... Non, il faut quand même aller vers l'avant et prendre des décisions par moment. La prochaine, j'espère que j'ai répondu. Si vous avez, si j'ai pas répondu, reposez la question. D'autres questions? La suivante, une autre, oui. Quelle est la meilleure répartition des ressources humaines dans les UMC? Nombre de médecins généralistes et paramédicaux. La répartition des médecins, les horaires et tout, ça obéit à la loi de la fonction publique. C'est pas à moi ou à vous de la définir. C'est généralement, ils obéissent aux lois de santé publique et du ministère du Travail. Maintenant, il faut répartir les compétences. Je suis d'accord avec vous, par exemple, pour répartir les compétences. Si j'ai un ISP bien formé, je le mets au déchocage. Et je garde, par exemple, un ATS dans les box pour faire le CG ou là, les intramusculaires ou là, juste des perfusions simples. Si j'ai un psychologue, par exemple, je dis comme ça, hein, si j'ai un psychologue, il doit travailler, par exemple, avec des malades l'UHCD, des malades, pas des malades qui viennent au box et sortent. Je suis pas une consultation, je suis un service d'urgence. Les patients que je peux retenir, par exemple, un toxicomane, et cette psychologue doit travailler avec lui. Elle dit en dehors de toute, par exemple, le SOV ou le déchocage nécessite des compétences, nécessite des gens qui sont formés en arrêt cardiaque, qui font la réanimation cardio-pulmonaire, qui peuvent ventiler un malade quand il fait une apnée. Par exemple, un généraliste qui a un CES, qui a une compétence en médecine d'urgence supplémentaire, il est au déchocage, par exemple, par rapport à d'autres. Dans les niveaux des urgences, je vais mettre les plus compétents, U1, U2, par rapport, par exemple, un nouveau médecin généraliste, c'est pas qu'il n'est pas compétent, il est nouveau, il n'a pas d'expérience, il commence. Donc, je vais le mettre dans des choses plutôt U4, U5, dans les choses simples.
Voici la répartition. Maintenant, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Donc, on attend, j'espère qu'avec avec cette... on attend la prime des urgences d'abord pour encourager les gens à travailler aux urgences, parce que tout le monde fuit. Et aussi, peut-être revoir les horaires aussi. On ne peut pas faire travailler, par exemple, un infirmier 8h, 17h, 2 sur 2, comme un infirmier qui est au service fermé. 9 heures aux urgences, c'est pénible. C'est pénible, c'est affreux. De toute façon, moi, je parle avec les personnels, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, les autres corps. À partir, les gens qui travaillent avec les malades, hein, avec le flux de malades, les bruits, il y a toujours des agressions verbales, hein, tous les jours, hein. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, tout ça, elle appelle qu'au bout de 6 heures, 8 heures, à partir de 14 heures, ça ne répond pas. On a les personnels que je vois, à partir de 6 heures, ils sont fatigués. Donc, on ne peut pas comparer un infirmier qui est dans un service fermé et dans les services d'urgence, kiff. C'est pas possible. On peut pas appliquer les mêmes horaires. Donc, ça, c'est une proposition. Je ne dis pas qu'il faut l'appliquer. C'est une proposition qu'il faut peut-être proposer. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même pénibilité, c'est pas le même travail. Et donc, voilà. C'est pour ça, aux urgences, تحكم un médecin يخدم لك tous les jours de 8h, 16h, des fois, c'est impossible. Des fois, il fuit, il démissionne ou là, il part des urgences rien que pour ça, parce que c'est infernal. Et donc, voilà, c'est dans ce sens, il faut aller vers l'amélioration, que ce soit sur le plan de travail, sur le plan des conditions de travail des personnels médicaux et paramédicaux et autres. Donc, voilà, il faut, le principe, les compétences sont faites beaucoup vers les malades graves, les nouveaux, les nouveaux, c'est vers les malades les moins graves, etc. Voilà. D'autres questions? Et quelles sont les spécialités qui existent effectivement dans les EHS, mère et enfants? شوفوا mère et enfant généralement gynéco-obstétrique pédiatrie généralement, mais beaucoup plus gynéco-obstétrique parce que c'est des maternités d'accouchement. Il y a les pédiatres pour la néonatologie, c'est de la néonatologie, c'est pas de la pédiatrie, c'est de la néonatologie. Et donc surtout gynéco-obstétrique, surtout. C'est le rôle principal ou si vous voulez c'est très important. Oui, il y a certains qui ont répondu. Gynéco-obstétrique, anesthésie, réanimation. Donc, je pense que vous avez fait le tout. Vous avez Non, on dit parle tout. d'anesthésie réanimation, on parle du bloc et tout. Mais là, c'est les urgences. Nous, on est des urgentistes, on s'intéresse aux urgences. Les urgences de mère et enfant, c'est des urgences de gynéco-obstétrique. Les urgences, il y a des généralistes, des gynéco-obstétriques, voilà, des infirmiers, des brancardiers, des agents, Je parle pas de services d'urgence, de services de maternité, du bloc et... Hein, suite. Samir Benin, donc il vous demande quel niveau de compétence doit avoir un médecin au service des urgences dans une polyclinique et par conséquence, pourquoi n'y a-t-il pas de formation qualifiante obligatoire pour tous les médecins dans les EPSP? Bien. Chauffe, oui, très bien. Je vous remercie pour cette question. La formation, elle est très, très importante. Très importante. Et la formation en médecine d'urgence, pas dans les autres spécialités, parce que c'est une spécialité à part entière. Maintenant, il y a la spécialité de médecine d'urgence, donc il y aura des assistants et des spécialistes en médecine d'urgence, plus les généralistes qui sont répartis dans ces structures en majorité, en grande partie. Donc, ces généralistes doivent être formés, que ce soit le PSP ou là, il faut plus, on est tous des structures d'urgence, de l'EPSP
au CHU. Mais qu'est-ce que la différence? Le médecin qui se trouve au CHU ou l'EHS ou l'UPSP, il doit avoir les mêmes compétences. Ils doivent être formés en médecine d'urgence. C'est très, très important. Peut-être que la formation c'est-à-dire ne touche pas tout le monde, mais il faut faire aussi des efforts pour s'inscrire dans des formations, faire des formations continues. C'est très, très important. C'est très important. Obligatoire, oui. Sauf dans des systèmes, il y a beaucoup de pays où les systèmes, comme je vous ai cité l'exemple, par exemple en Europe, pour travailler dans un service d'urgence, même si vous êtes médecin spécialiste ou généraliste, vous devez passer par une formation de médecine d'urgence. Maintenant, je te direct. Obligatoire. Vous validez votre capacité de médecine d'urgence ou votre diplôme de médecine d'urgence pour traiter les urgences. Mais spécialiste, quel médecin généraliste? Donc, parce que la médecine d'urgence a des particularités, a besoin de formation. Mais si nous Et donc, c'est pour cela que la formation est importante. Ça, je suis à 1000% pour toutes les formations. Prochaine question. Oui, là, je pense que c'est la dernière, peut-être pour le moment. Donc, elle est un peu longue, je ne sais pas si... Donc, je vais la lire. C'est un peu technique, parle d'un médicament, le midazolam ethnovel est une benzodiazépine injectable à visée sédative classée comme psychotrope à contrôle renforcé, exposant à un risque de dépression respiratoire. Yes. Donc la question, existe-t-il un texte réglementaire interdisant explicitement son stockage ou son administration au niveau des urgences? Ou est-il autorisé sous réserve d'un protocole sécurisé ou d'une traçabilité réglementaire et d'une administration par un personnel médical habilité? C'est une longue question, mais si ça nécessite, je vais la relire. Donc, bon, je crois que j'ai eu bonjour, au niveau des compétences, j'ai eu l'achat de... Ah, alors voilà, le midazolam, Jetney. Le midazolam ipnovel est une benzodiazépine injectable à visée sédative. Oui, classée comme psychotrope à contrôle renforcé, exposant au risque de dépression respiratoire. Yes. Existe-t-il un test, bien sûr, interdisant explicitement son stockage et son administration au niveau des urgences? Mais non, mais non. On peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas interdire aux urgences toutes les possibilités thérapeutiques. Sauf que ce soit les benzodiazépines, les morphiniques, tous les médicaments du tableau B, les anesthésiques, tout. Parce qu'un patient qui vient aux urgences, il aura besoin peut-être de la morphine pour la douleur. Il aura besoin quelqu'un qui est convulse, il a besoin de benzodiazépine. On peut pas, ne pas lui mettre de benzodiazépine. Donc, on peut pas, c'est-à-dire on peut pas interdire son stockage au niveau des urgences. C'est pas possible. Mais comme vous l'avez bien dit, il faut des protocoles sécurisés. Il faut qu'ils obéissent au tableau B, à la gestion de ces drogues. Quand vous avez, là, par exemple, ici, on sédate les malades, on a un tube. Hein, je ne peux pas ne pas avoir de drogue. On a كلش. On a les curares, les morphiniques, les benzodiazépines. Mais ils obéissent à une réglementation une réglementation bien contrôlée. Et la pharmacie, ils jouent la pharmacie des urgences. Ils sont dans un coffre où là ils sont bien, ou là dans une armoire fermée. Lorsque vous utilisez au fur et à mesure, vous signez pour cette ampoule. On ne peut pas déposer. Alors je suis d'accord avec vous, par contre, ما نحكمش les plovels ou le morphinique ونحطهم في chariot. C'est un service d'urgence, مفتوح. Donc, tout le monde peut s'en servir, que ce soit le personnel ou
les passants. Donc, وعلى بالك بلي بزاف les toxicomanes qui viennent la nuit, par exemple, ils vous disent injectez-moi du Valium. Ça existe dans les urgences. Donc, non, ça doit être une gestion fermée, une gestion, même la place تاعو déjà la place تاعو ما لازمش يعرفوها. Allez, à la pharmacie ومن بعدك c'est à fur et à mesure. Ou la flagarde, on laisse une boîte pour les médecins. On l'utilise quand on a besoin. Déjà, pour tous ces médicaments, l'ampoule doit être rendue. لازم ترجع l'ampoule. Donc, تستعمل ترجع l'ampoule. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Oui, c'est la dernière, je pense, pour le Ah, moment. d'accord, c'est la dernière. Même vous avez répondu suffisamment à pas mal de questions. Donc, peut-être on a pris beaucoup de votre temps. Je ne sais pas si vous... Je pense qu'il n'y a aucune autre question. Il y a quelqu'un qui vous remercie d'ailleurs. Ok, merci beaucoup. Et c'est l'autre qui avait posé la question sur Le PH Arbo, oui. mais vous avez posé une question précédemment. Donc, pour le moment, il n'y a aucune autre. Donc, si vous voulez patienter un petit peu, je pense que on a pris beaucoup de votre temps. Donc, on vous remercie. Il n'y a pas de souci, merci. À chaque fois qu'il y a des trucs d'urgence, je n'hésite pas à sensibiliser les gens, à être près des gens pour si je peux les orienter ou là, il n'y a pas de souci. Il y a madame, notre directrice qui vous remercie. يعطيك الصحة بروفيسور والله العظيم يعني كما نقول لك on vous remerciera jamais assez والله يعطيك الصحة بروفيسور. C'est un honneur de collaborer avec vous من الآخر والله العظيم. يسلمك. إن شاء الله هذا العام نديروا d'autres thèmes qui sont importants pour les urgences aussi. Inch'Allah, madame, pourquoi pas pour l'année 2026, Inch'Allah, pourquoi pas? Si ça vous dérange pas, bien sûr, selon votre planning, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. S'il y a d'autres choses à toujours à orienter au niveau des urgences. Merci beaucoup, professeur. Très bonne journée. Merci. Bonne fin d'année. ونتلاقاو ان شاء الله في الخير بروفيسور. بحول الله. Alors je vous souhaite bonne année ان شاء الله الخير عام الخير ان شاء الله. الله يا رب لينا وليك ان شاء الله. ان شاء الله. هيا يبقوا على خير. على خير بروفيسور. بون ابيتي. على خير.